Aujourd'hui, dans Parlons-en, un sujet délicat qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale ici en France, celui de la fin de vie. Les députés doivent se prononcer sur les contours d'un éventuel nouveau droit à une aide à mourir qui permettrait à certains d'être accompagnés pour mettre fin à leur jour, sous condition. Les débats s'annoncent intenses, on en parle avec mes invités jusqu'à 10h45. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. C'est la deuxième grande réforme de société voulue par Emmanuel Macron après la PMA. Les députés français entament aujourd'hui donc l'examen du projet de loi sur l'aide à mourir, un texte que l'opinion publique semble soutenir, qui pourrait permettre à certains d'être accompagnés pour mettre fin à leur jour, mais sous conditions. Quelles sont ces conditions? Une nouvelle loi est-elle véritablement nécessaire? Se fera-t-elle au détriment des soins palliatifs qui existent déjà mais qui sont fragilisés? Quel rôle le corps médical devra-t-il jouer demain si ce texte est adopté? Aider à mourir quelqu'un en souffrance est-il un acte médical ultime comme on l'entend parfois? On en débat ce matin dans Parlons-en avec jusqu'à 10h45. Vous, docteur Claude Grange, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Vous êtes médecin en unité de soins palliatifs, auteur du Dernier souffle qui est sorti chez Gallimard. Et votre travail fait l'objet d'un documentaire qui s'appelle Vivant, au pluriel, qui est visible sur le site de Public Sénat, qui a été réalisé par votre fils. En face de vous, Jonathan Denis, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes le président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Et Mourir dans la dignité, c'est le nom de votre livre qui est sorti aux éditions du Cherche Midi. Et puis Natacha Vesnitch est avec nous aussi. Bonjour Natacha. Bonjour Pauline. Vous êtes journaliste ici à France 24 et vous avez signé un numéro de 7 en France magnifique que je vous conseille de regarder qui s'appelle Droit à mourir, l'ultime liberté, point d'interrogation, dont on va tout de suite regarder un extrait pour comprendre les enjeux du débat qui nous rassemble aujourd'hui. On se retrouve juste après. Je veux avoir le choix, pouvoir suivre deux chemins. Si je suis suffisamment résilient, aller jusqu'au bout de la maladie dans les meilleures conditions possibles. Mais si à un moment, ça devient trop dur, que je suis pas encore mort, mais plus tout à fait vivant, je veux pouvoir dire stop et que ça s'arrête rapidement. Loïc Rézibois a 46 ans. Sa maladie de Charcot a été diagnostiquée en septembre 2022. Depuis plusieurs mois, son corps ne le porte plus. Cet ancien tennisman de haut niveau ne peut désormais plus rien faire sans l'aide de son épouse Caroline. Pour être très concret, la maladie de Charcot, c'est une maladie qui est un 1 à 1 vos muscles. Et vous finissez sans pouvoir bouger, mais même pas le petit doigt, sans pouvoir parler. D'ailleurs, mon élocution est déjà touchée, et sans pouvoir manger. En gros, vous êtes un légume avec un cerveau. C'est ça la vérité. Ce jour-là, une ergothérapeute vient lui présenter un nouveau dispositif pour faciliter sa vie quotidienne. Ok, on essaye. Allez, 1, 2, 3. C'est très dur à vivre en tant que malade, mais aussi en tant qu'aidant. C'est une charge mentale énorme, sans parler de la peur de la chute. Moi, j'étais vraiment pas peureux, sincèrement. Aujourd'hui, on peut dire que j'ai presque peur de tout. Jour après jour, avec le soutien sans faille de Caroline, Loïc repousse ses limites. Dans les médias et sur les réseaux sociaux, Loïc milite sans relâche en faveur de l'aide à mourir dans la dignité. Pour être tout à fait sincère, le combat que je mène, ça donne du sens à ce qui m'arrive. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est que en France, le plus tôt possible, on arrête de mal mourir. C'est aussi simple que ça. À la demande d'Emmanuel Macron, les parlementaires vont examiner un nouveau projet de loi sur la fin de vie et l'aide à mourir. Pour y être éligible, le texte prévoit plusieurs critères. Être majeur, atteint d'une maladie incurable, en phase avancée ou terminale, être capable d'exprimer ses dernières volontés avec discernement, souffrir de douleurs insupportables ou réfractaire au traitement. C'est une liberté, cette aide à mourir, qui n'empiète en rien sur celle des autres.
Si certains ne veulent pas en bénéficier, c'est simple, ils n'ont qu'à pas la demander. Une chose est sûre, Loïc n'ira pas en Suisse ou en Belgique pour abréger ses souffrances. Je veux pouvoir mourir en France. Si la loi ne passe pas en temps en heure et que je n'en peux plus, je prendrai mes dispositions. À la maison de Gardanne, près d'Aix-en-Provence, on ne voit pas d'un bon œil la légalisation de l'aide à mourir. Cet établissement de soins palliatifs accueille des personnes atteintes de maladies incurables. Ici, on ne parle pas de malades ni de patients, mais de résidents. Les gens qui viennent ici, ils viennent aussi avec des demandes de mourir, avec des demandes d'euthanasie. Et la demande, ils ne l'oublient pas, ils la reportent. À partir du moment où on les soigne bien, donc moi je suis persuadé qu'il faut développer les soins palliatifs en priorité. C'est pour ça que cette loi est une espèce de mélange de tout, et ça me paraît dangereux. Voilà pour un extrait de cette émission que vous avez tournée, Natacha, Droit à mourir, l'ultime liberté, qu'on peut retrouver bien sûr sur notre site internet et qui donne quelques-uns des points dont on va parler tous ensemble. Jonathan Denis, pourquoi est-ce que selon vous cette loi qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale est nécessaire, ce projet de loi? C'est une loi qui est réclamée déjà depuis très longtemps par des associations de patients, par des associations de représentants des usagers de santé. Et c'est une loi qui doit être équilibrée sur deux parties, c'est-à-dire permettre comme réponse ces soins d'accompagnement et des soins palliatifs, et il y a un grand sujet à développer dessus, et puis comme possible recours, une aide à mourir, c'est-à-dire un suicide assisté ou une euthanasie pour des personnes qui seraient atteintes d'une infection grave et incurable à une phase avancée ou terminale et qui auraient des souffrances réfractaires auxquelles jugeraient insupportables, qu'elles soient physiques ou psychologiques. C'est-à-dire, on va expliquer ce que ce sont des souffrances réfractaires. Les souffrances réfractaires, ce sont des souffrances que rien n'arrive à soulager, et puis c'est vraiment cette loi remettre le patient au cœur de sa décision, au cœur de ce cheminement. Et j'espère que les parlementaires entendront la voix des patients, entendront la voix des soignants, parce que la liberté de conscience, elle doit être entre les soignés et les soignants également. Alors justement, on a un soignant sur ce plateau, Claude Grange. Pourquoi est-ce que vous êtes partagé, pour ne pas dire opposé, au volet aide à mourir de ce projet de loi? Alors cette loi, c'est une loi en même temps un peu fatale, c'est-à-dire que il y a 21 chapitres ou articles, il y en a 4 sur les soins palliatifs et tout le reste pour l'aide active à mourir. L'ADMD se bat depuis très longtemps. L'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Oui, pour que la mort, les conditions du mourir soient plus confortables. Je veux dire que là, il y a un constat. C'est vrai qu'en France, la médecine a failli. Parce qu'il y a trop de situations où les personnes sont décédées dans des conditions inacceptables. Et que l'ADMD se batte pour ça, oui, le combat est légitime. Mais sur la solution, on diffère. Je pense que l'ADMD, l'Association pour mourir dans la dignité, donc, est d'accord pour les soins palliatifs. Pourquoi on ne les développe pas? Il y a 20 départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs pour les situations les plus complexes. Mon unité de soins palliatifs, donc, à Houdan, que j'ai créée, donc, a fermé. Et on dit qu'on va les développer, faute de médecins. Donc, développons les soins palliatifs pour ceux qui vont mourir. Et par contre, pour ceux qui veulent mourir parce que leur condition de vie n'est plus supportable, eh bien, trouvons une solution, mais la solution est davantage juridique que médicale. Natacha, dans le reportage, on l'a entendu à l'instant, Loïc, qui est donc atteint de la maladie de Charcot, dit « Moi, je voudrais qu'en France, le plus vite possible, on arrête de mal mourir. » Vous l'avez dit dans le reportage, il existe en France cette loi Claes-Leonetti, qui permet de bénéficier de la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Cette loi, aujourd'hui, elle est insuffisante ? Pour ceux qui militent pour l'aide à mourir dans la dignité, oui, elle est insuffisante. Loïc me disait que lui, il ne serait pas pour cette sédation profonde et continue parce qu'il n'a pas envie que ça soit une lente agonie qui dure 10 jours, voire 3 semaines, comme c'est parfois le cas. Mais cette loi, pour les personnes des soins palliatifs, j'ai l'impression qu'elle suffit parce qu'ils sont vraiment dans l'accompagnement du malade en fin de vie, parce qu'ils sont là vraiment pour soulager
le malade jusqu'au bout. Et dans la maison de Gardanne où je suis allée près d'Aix-en-Provence, évidemment, si on pouvait tous mourir dans ces conditions-là, je pense qu'il y aurait peu de militants pour l'aide à mourir dans la dignité. Mais comme le docteur Grange le disait, c'est pas le cas dans beaucoup de départements de France. Il y a des unités de soins palliatifs qui ferment les unes après les autres. Alors effectivement, ce mélange entre redonner des moyens aux soins palliatifs, c'est, je pense, une nécessité que tout le monde soutient. Mais c'est vrai que pour les personnes atteintes de maladies comme ça, graves et incurables, et qui provoquent de grandes souffrances, cette loi Claes-Leonetti n'est pas suffisante. Faut aller plus loin. Voilà, parce que ce qui est au cœur de la réflexion, si je comprends bien, ce sont les contours, les conditions d'éligibilité d'une certaine façon à pouvoir bénéficier d'une aide à mourir. Les malades de la maladie de Charcot disent qu'ils ne veulent pas arriver à ce moment-là où ils pourraient bénéficier de la loi et de cette sédation profonde et continue et voudraient d'une certaine façon décider du moment où pour eux ça devient insupportable, c'est ça? Mais la loi de 2016, elle définit le court terme dans le cadre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Il faut savoir que les parlementaires en 2016, quand ils votent le court terme, ils n'ont aucune idée de ce que c'est, puisqu'il faut attendre 2018 pour que les hautes autorités de santé et des sociétés savantes, comme la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, définissent que le court terme est quelques heures à quelques jours. Loïc le dit très bien, mais vous avez des malades qui souhaitent, et pas uniquement de la maladie de Charcot, pouvoir vivre le plus longtemps possible. Je crois que cette loi, elle est là aussi pour rassurer. Et c'est ce que dit d'ailleurs l'association de recherche sur la SLA, sur la maladie de Charcot. Il faut respecter la parole des personnes et savoir que, in fine, elles seraient respectées dans ce qu'elles demandent, parce que les souffrances deviendraient insupportables, ça peut leur permettre de vivre aussi un petit peu plus longtemps. Ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est que vous avez des personnes qui fuient la France, qui partent en Belgique ou en Suisse, dans le cadre d'une euthanasie ou d'un suicide assisté. Si on pouvait les accompagner de cette manière-là en France, elles seraient prêtes à endurer peut-être certaines choses, à vivre d'autres faits. Donc je pense que c'est une loi qui doit rassurer et c'est une loi qui doit protéger les soignés et protéger les soignants qui pratiquent déjà des aides à mourir aujourd'hui, mais les soignants aussi qui ne voudraient pas faire cet accompagnement demain. Vous parlez des soignants, vous l'avez vécu dans votre vie intime. Votre père, en 2008, était atteint d'un cancer généralisé et il a pu partir grâce à un soignant qui a outrepassé la loi, qui a agi dans l'illégalité. Oui, mais comme des centaines d'autres enfants, parents, ont pu accompagner de cette manière-là leurs proches. Mais il n'est pas admissible de devoir attendre que la personne décède, puisque moi j'ai dû attendre que le médecin décède pour en parler publiquement, parce que ces médecins risquent énormément, mais évidemment. Donc cette loi, elle doit bien protéger les soignés pour qu'on arrête avec ces euthanasies clandestines, puisque parfois il y a aussi des euthanasies sur des personnes qui n'ont absolument rien demandé. Moi je revendique une liberté de choix, c'est la personne qui demande. C'est pas imposé ou une obligation quelconque. Mais il faut protéger les soignés qui accompagnent déjà, qui accompagneront demain pour qu'on ne les traîne pas devant des tribunaux. Et aujourd'hui, c'est souvent des non-lieux. On invoque même de la compassion. Enfin, on invoque des caractères juridiques qui n'existent absolument pas. Donc, légiférons, arrêtons les hypocrisies. Jonathan, et si votre papa avait été accompagné à la maison de Gardanne ou dans un unité de soins palliatifs à Oudan, peut-être que vous seriez militant pour les soins palliatifs. Mais je suis militant pour les soins plusieurs personnes. Nous, on a aussi accompagné des personnes atteintes de maladie de Charcot, SLA. Il y a un très beau reportage qui est passé sur France 3 sur Monsieur le Prince. Il y a Cynthia dans le documentaire de Victor. Et bon, ces personnes, Cynthia, elle a un sourire solaire. On n'a pas envie de les euthanasier. Ils vivent des choses difficiles, mais on les accompagne le mieux possible. À partir du moment où on respecte ces trois besoins des personnes en fin de vie, il y en a trois, c'est ne pas souffrir, ne pas être abandonné et de ne faire des choses qui ont du sens que pour le patient. Et bien à partir de là, donc on accompagne ces personnes-là. Donc moi, pendant 25 ans, j'ai accompagné des personnes en fin de vie. Donc je sais pas, j'ai eu plus de 4000 accompagnements. Si à certains moments donnés, surtout quand ils arrivent et quand ils sont très douloureux, ils demandent. Mais quand on les soulage, quand on les accompagne... C'est ce que dit aussi le directeur de la maison Gardanne à un moment dans le reportage de Natacha. Donc pourquoi une fois qu'ils sont bien, une fois que leurs souffrances sont prises en cause... qui restent dans cette demande, parce que sur 4000 patients, il y en a 3. Eh bien oui, que ça puisse se faire en France pour pas partir peut-être en Suisse, mais 3 personnes sur 4000.
Mais c'est vrai moi je l'ai remarqué pendant mon reportage, c'est qu'il y a vraiment deux visions. C'est-à-dire que dans les soins palliatifs, on va vous dire que les patients qui sont bien soignés, dont on abrège qu'on n'abrège pas justement, mais qu'on soulage les souffrances, eh bien eux, ils vont pouvoir reporter leurs demandes. Reporter, non pas, c'est ce qui est dit dans votre reportage, reporter, et puis aller peut-être jusqu'au bout. Moi, ils me demandent un rap de vie, davantage de vie. Voilà. À partir du moment où ils sont confortables, soulagés. Mais en fait, vous êtes tous d'accord, êtes tous d'accord pour dire que l'essentiel, c'est d'écouter et de prendre en compte les mots du malade. Il faut les entendre. Mais si demain, docteur Grange, un malade qui n'est pas, donc on le disait, dans le court terme, dont la vie n'est pas dans le court terme menacée, vous dit mais moi je n'en peux plus, moi j'ai envie de mourir. Quelle est la réponse qu'on lui donne aujourd'hui? On entend la demande, bien sûr. Et puis c'est vrai que cette limite nous permet de développer plein de choses. Et quand on voit la fluctuation de la demande, un jour, il demande, le lendemain, il ne demande plus. Donc, si on a poussé la seringue au moment où il demandait, il sera plus là. C'est très fluctuant. Les patients sont très ambivalents. Un jour, ils demandent, le lendemain, ils ne demandent plus. Donc, moi, je pense que c'est une rupture fondamentale dans le soin. Je veux dire que les médecins, les soignants n'ont pas fait ce métier-là pour donner la mort. Jonathan Denis? Je suis en profond désaccord, évidemment, mais je n'oppose pas les soins palliatifs. Vous parliez de mon père. On était en Bourgogne-Franche-Comté. Les soins palliatifs, on les connaît largement en Bourgogne-Franche-Comté et ils sont très bien développés, notamment à Besançon. Il faut entendre que dans des soins palliatifs, vous avez des personnes pour qui les soins palliatifs ne peuvent pas tout. Et puis, on vit dans une démocratie sanitaire. Vous n'êtes pas obligé d'aller en soins palliatifs. Il y a des personnes qui ne voudront pas aller en soins palliatifs. Il faut bien aussi respecter leurs paroles. Ce n'est pas donner la mort, c'est soulager des souffrances. La maladie donne la mort, ça c'est certain. C'est pas pousser une seringue, c'est accompagner. Il faut aussi pouvoir sortir de cela. Loïc Rézibois le dit très bien, peut-être qu'il souhaitera aller en soins palliatifs. Il ne souhaite pas être accompagné dans le cadre d'une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. C'est son droit le plus absolu, mais on ne peut pas dire à Loïc de devoir partir à l'étranger parce qu'on serait incapable de l'accompagner de cette manière-là. Et même en soins palliatifs, je suis d'accord avec vous, docteur, il y a des demandes qu'on arrive à soulager par des soins palliatifs de qualité, en quantité, et c'est bien pour ça qu'il faut les développer. Mais vous avez aussi des demandes persistantes qui existent dans les soins palliatifs. C'est le Conseil national consultatif d'éthique qui le dit, c'est le professeur Debray qui le dit également. Vous avez ces demandes qui existent. On en fait quoi? On les oublie? On balaye ça d'un revers de la main? Non, ce n'est pas possible. Et je vais vous dire, quand j'entends moi les soins palliatifs qui disent « mais je n'ai jamais eu de demande ou j'en ai eu 2-3 ». Le professeur Dama, en Belgique, appelle ça l'inentendu. Et j'en parle dans mon livre. L'inentendu, c'est ne pas être capable aujourd'hui d'entendre ces demandes-là. Et ce n'est pas un patient qui vous dit « je souhaite une demande d'aide à mourir », aussitôt on l'accompagne. Non, il y a une vraie relation entre le médecin et le soigné pour être certain que c'est sa demande. Et c'est là-dessus qu'il y a un grand garde-fou dans le projet de loi, et j'y tiens, c'est qu'à toute demande d'aide à mourir, le médecin qui reçoit cette demande doit s'assurer de la présentation des soins palliatifs et s'assurer qu'il puisse y avoir une prise en charge dans les soins palliatifs si le patient l'accepte. Il faut que ça reste évidemment dans ce texte-là pour ne pas opposer les soins palliatifs et l'aide à mourir. Non, mais là, vous pouvez dire qu'on ne les entend pas. On les entend, ces demandes. Mais une fois que la demande est faite, on met la limite. On dit ça, c'est une limite qu'on ne peut pas franchir. Et donc, à partir du moment où on soulage la personne, que ce soit la douleur physique, que ce soit la souffrance psychique, sociale et spirituelle, même si cette souffrance psychique, je veux dire que quitter la vie, quitter ses proches, ça restera une souffrance. Hein. Mais voilà, donc moi j'ai apprécié votre honnêteté sur cette confusion sémantique. Hein, sur la loi où on parle d'aide à mourir, de fraternité, sans dire les mots. Je veux dire qu'il faut être clair, vous êtes d'accord avec ça? Je veux dire qu'il faut dire les choses. Il faut parler d'euthanasie, il faut passer de suicide assisté, mais il ne faut pas cacher ça, parce que c'est tromper les Français, d'envelopper ça et de cacher ça sur le vocable d'aide à mourir ou de fraternité. Je veux dire que c'est quand même... il y a l'article 38, donc les médecins, on n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort. Je veux dire qu'il y a le serment d'Hippocrate. Je veux dire, ça va être une révolution dans le monde de la médecine et des soins. Mais justement, Natacha, sur le rôle du médecin, que prévoit la loi dans cette éventuelle ouverture? Il y aura la possibilité pour le médecin, évidemment, d'invoquer la clause de conscience. Donc, il peut tout à fait refuser. Et puis, il y a les proches qui peuvent éventuellement participer à ce geste. Et donc, il y a un médecin que j'ai interviewé pour mon reportage
qui assume avoir pratiqué des euthanasies, donc ça fait des années, mais c'est un médecin militant, donc il est vraiment rare que les médecins assument en France avoir pratiqué ces euthanasies clandestines dont vous parliez tout à l'heure, qui lui dit de toute façon, le médecin, à un moment, il faut qu'il accepte de pousser la seringue, et il met ça entre guillemets, parce qu'évidemment c'est caricatural, parce que la maladie, elle gagne. Et donc du coup, à un moment, selon ce médecin, les médecins doivent aussi assumer leur part de responsabilité, leur rôle de compagnonnage, il appelle ça comme ça, auprès des patients. Il y a évidemment aussi ce rôle que les proches pourront avoir. Je ne connais pas exactement dans quels termes, évidemment la loi sera adoptée parce qu'il va y avoir des discussions là-dessus, mais ce médecin-là me disait il va falloir faire très attention parce que le proche qui va être amené à donner la mort à son mari, à son père, à sa mère, ou à assister au fait que lui-même c'est extrêmement traumatisant. Et un médecin a ce recul parce que c'est un soignant, et évidemment, que le proche n'aura pas forcément. Et donc lui, il était très inquiet par rapport à ce rôle que pourra avoir un proche qu'il ne pourrait pas réaliser sur le coup, et puis après, qui pourrait faire beaucoup de dommages. Oui, Jonathan Denis, on va laisser Jonathan Denis d'un mot. Allez, Claude. La DMD donc, milite depuis longtemps par rapport à ça. Et donc, il y a des médecins, il y a des soignants, pas en grand nombre, mais il y en a certains qui sont d'accord avec ça. Pourquoi une association n'organise pas ça? Mais je suis d'accord avec vous sur deux choses. Plutôt mais si que clause ça de conscience rentre à l'hôpital. si clause de conscience il y a, les médecins pourront refuser de le faire. Les médecins, il va y avoir des clauses de conscience. Et puis, par contre, il n'y a pas de clause de conscience pour l'établissement, pour les EHPAD. Et donc, le directeur de l'hôpital, il va chercher un médecin, mais il va dire, vous êtes... Ah ben non, moi je ne suis pas d'accord. Et donc, il va y avoir une pression très importante pour trouver un médecin qui sera d'accord. Pourquoi les médecins qui sont d'accord ou les soignants qui sont d'accord, n'organisent pas ça dans des lieux spécifiques plutôt que de faire rentrer ça à l'hôpital ou dans les EHPAD. Jonathan Denis, est-ce qu'il faut que ça ait lieu au sein de l'hôpital, dont on connaît par ailleurs, effectivement, Claude Grange le rappelait, la situation, les difficultés organisationnelles, économiques, qui ne datent pas d'hier. Vous savez, vous avez des médecins et des soignants qui le pratiquent déjà et qui seront prêts à le pratiquer demain. Maintenant, j'entends, on nous dit la DMD, alors d'un seul coup, on retrouve un rôle de fraternité à la DMD qu'on dénonce chez les opposants tout le temps, mais ça arrange bien quand même de pouvoir se réfugier vers la DMD. Évidemment, moi j'assume totalement m'inscrire dans cette fraternité, dans cette solidarité. Et si demain, dans le projet de loi, on nous explique qu'une association comme l'ADMD doit pouvoir accompagner, on le fera. C'est d'ailleurs dans le texte que nous avons nous-mêmes défendu. Mais il y a une liberté de conscience des soignants. Les médecins qui ne souhaitent pas le faire ne le feront pas. Ceux qui souhaitent pouvoir le faire, ce n'est pas réaliste, c'est ça, Claude Grange ? Parce qu'il y aura une pression très importante. Je veux dire, étant donné que l'établissement, et puis le malade, il va dire c'est la loi, j'y ai droit, je veux. Et donc, le directeur ou de l'EHPAD ou de l'hôpital va être obligé de trouver un médecin et dire attendez, allez-y. Non, non. L'hôpital n'a pas besoin de ça. L'hôpital va mal. Donc, on a bien vu. Aussi, hein. Oui. Mais les patients, ça fait 25 ans que je m'occupe de ces patients. Et donc là, je suis dans une fondation Malais où on s'occupe que des personnes tétraplégiques. Certains ont des gastrostomies, certains on leur donne à manger. Et donc c'est curieux de voir, et ça c'est une grande leçon, c'est de voir ces personnes-là. Personne ne voudrait prendre leur place. Eh bien, ils ne sont pas dans une volonté de terminer leur vie. 90 IMC, anoxie cérébrale à la naissance, ou fauché par une voiture tétraplégique. Oui, ce qu'on comprend bien, c'est que ils sont... Voilà, et c'est curieux. C'est propre à chaque malade, on imagine bien. Voilà. À chaque fois, c'est une question singulière. Et on veut faire une loi pour des choses très intimes, très singulières. Moi, je pense que pour des personnes qui souhaiteraient... Parce qu'il y a des personnes qui disent « Moi, je souhaite décider de leur... si à un moment donné, je suis dépendant, si j'ai des troubles cognitifs, je veux partir avant. » La loi, elle ne va pas permettre ça. Je veux dire qu'il y a vraiment, dans la société française, cette demande-là. Eh bien, c'est une question, là, où les parlementaires doivent légiférer sur le côté juridique.
mais ne pas faire rentrer ça à l'hôpital. Natacha ? Ce qui est très compliqué, effectivement, c'est que le médecin que j'ai interviewé à la maison de Gardanne, qui est cofondateur de cette maison de soins palliatifs exceptionnelle, alors il n'aime pas qu'on dise ça parce qu'il dit c'est un modèle que l'on peut copier et allons-y, copions-le gaiement. Mais il disait, moi je ne le pratiquerai pas dans mon établissement parce que je ne peux pas, dans une chambre, accéder à la demande de l'aide à mourir d'un patient, pousser la seringue, et dans l'autre, faire mon métier de médecin en soins palliatifs et donc trouver toutes les solutions pour justement soulager le patient et lui donner du temps de vie supplémentaire. Et donc c'est vrai que dans des établissements comme ça, on comprend, enfin on l'entend que les médecins aient un peu de mal à se dire voilà, on va nous imposer ça. Lui il dit on ne pratiquera pas parce que c'est vraiment contraire à ce que l'on fait quotidiennement. Est-ce que si la loi passe, il pourrait se retrouver, lui, en illégalité, s'il dit, moi, dans mon établissement, je ne veux pas pratiquer... Oui. Franchement, j'ai pas la réponse. C'est la loi, oui. Jonathan Denis ? Je veux bien une liberté de conscience, mais vous avez parlé des établissements. Jusqu'à preuve du contraire, les murs n'ont pas de conscience. Les personnes en ont une. Donc oui, il n'y aura pas de « dans mon établissement, on ne pratique pas ça », puisque là aussi, ça va être une discussion singulière avec les médecins, avec les soignants. Donc la liberté de conscience, elle est personnelle. Mais c'est vrai que les soignants dans la maison de Gardanne, eux, sont vraiment effrayés par cette loi, parce qu'ils disent... Mais ça tombe très bien, parce que dans la maison de Gardanne, on nous explique qu'il n'y a pas de demande d'aide à mourir, donc ils n'en auront pas demain, qu'ils soient rassurés. Oui, mais s'il y en a une... Mais il n'y en aura pas, puisqu'apparemment, on arrive à soulager absolument toutes les souffrances. Si on n'a pas aujourd'hui, il n'y en aura pas demain. On essaie de poursuivre ce débat sans ironie, merci beaucoup. C'était pas ironique, c'est une réalité. On va reprendre cette discussion dans 3 minutes. On l'a évoqué à l'instant du côté de la Belgique où c'est une réalité et vous l'évoquez souvent en parlant de l'hypocrisie de la situation française. Il y a des Français aujourd'hui qui vont bénéficier d'une aide à mourir en Belgique ou encore en Pays-Bas. On va y retrouver Alix Le Bourdon dans un instant. Ce sera juste après la pause. À tout de suite. 10h30 ici à Paris, la suite de Parlons-en, aujourd'hui consacrée à ce projet de loi sur l'aide à mourir qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale ici en France. On poursuit notre discussion avec le docteur Claude Grange. Rebonjour, médecin en unité de soins palliatifs. Avec vous, Jonathan Denis, président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, l'ADMD, et Natacha Vesnitch, qui est reporter ici à France 24. Bonjour Natacha. Et je renvoie au sujet qu'on a regardé tout à l'heure sur cette ultime liberté, point d'interrogation, que serait l'aide à mourir. On l'évoquait tous les trois, la réalité aujourd'hui, faute d'un texte qui encadre ici en France cette aide à mourir, il y a des Français qui vont en Belgique ou aux Pays-Bas pour bénéficier de cette aide à mourir dont ils ne peuvent pas bénéficier ici. On va vous retrouver à Bruxelles, Alix Le Bourdon. Bonjour Alix, la Belgique a été avec les Pays-Bas l'un des premiers pays à légaliser l'euthanasie en Europe. C'était il y a une vingtaine d'années. Quel bilan peut-on dresser de ces 20 dernières années? Est-ce que cette loi belge a répondu comme il le fallait à un problème de société? Alors en effet, la Belgique a été l'un des premiers pays à dépénaliser l'euthanasie en 2002, tout juste un an après les Pays-Bas. Et cette pratique répond ici bien sûr à un certain nombre de critères. La maladie doit être incurable, le patient doit souffrir de douleurs inapaisables, qu'elles soient physiques ou psychiques. Et enfin, la demande doit avoir été formulée de manière répétée et consciente. Par ailleurs, ce processus doit faire l'objet de 2 avis médicaux, voire 3 si le décès n'est pas éminent. Alors évidemment, en un peu plus de 20 ans, la pratique a évolué ici en Belgique. Il est désormais possible de faire une demande anticipée d'euthanasie et en 2014, la Belgique a été le premier pays au monde à élargir ce droit aux personnes mineures. Alors attention, l'écart reste rare puisqu'il n'y a eu en Belgique depuis 2014 que 5 euthanasies de personnes mineures. Alors globalement, dans la société, la pratique est désormais plutôt admise. Il y a bien sûr des oppositions, mais elles sont beaucoup moins virulentes que dans les années 2000 lorsque le texte de loi avait été discuté ici en Belgique. Malgré tout, la question de la fin de vie revient régulièrement dans le débat public avec cette interrogation: faut-il élargir ce droit à des personnes en bonne santé qui estimeraient avoir assez vécu? Mais là, la question divise encore beaucoup la société ici en Belgique. Alix, est-ce qu'on a une idée du nombre de Français qui viendraient en Belgique chaque année pour bénéficier d'une aide à mourir?
Alors en effet, on qualifie souvent la Belgique de terre d'accueil pour l'euthanasie, puisqu'elle reçoit des demandes de pays limitrophes et notamment bien sûr de la France. Mais même si ce chiffre est en augmentation, il reste malgré tout assez modeste. En 2023, au total, 110 patients qui ne résidaient pas en Belgique sont venus en Belgique pour bénéficier de l'euthanasie. Alors de ce côté-ci de la frontière, on accueille la discussion en France, ce projet de loi, de manière plutôt positive. Un médecin ici en Belgique qui a été l'un des premiers à pratiquer des euthanasies confiait récemment à des médias belges son soulagement de voir la France se saisir enfin de cette question, mais du côté de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. On se demande si le texte français ne sera pas trop restrictif, avec le risque bien sûr de continuer à voir des patients français traverser la frontière et venir ici en Belgique. Alix Le Bourdon depuis Bruxelles. Merci beaucoup Alix. Jonathan Denis, dans votre association, la DMD, est-ce que vous voyez régulièrement des familles, des malades qui effectivement entreprennent ce voyage? Comment ça se passe? On en voit de plus en plus, on a une ligne d'écoute également, nous avons de plus en plus d'appels. On l'a dit, il y a une centaine de Français qui ont indiqué ne pas être résidents en Belgique et qui ont été accompagnés. Quand on écoute par exemple le professeur Dama en Belgique, on sait qu'il y a beaucoup plus de Français qui entrent dans le cadre d'une demande d'aide à mourir, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui sont rassurés de savoir qu'in fine ils seront respectés, donc ils ne reviennent pas en Belgique. Mais il ne suffirait que d'un Français, une seule demande, ça justifierait que nous devions réfléchir à une évolution de la loi chez nous. Et je pense que dans le cadre de la loi, on parle notamment dans ce projet de loi de la nationalité française ou de résider de manière stable et régulière en France. Moi, je suis pour qu'on puisse élargir cela au fait d'être suivi régulièrement en France. Ce serait peut-être le rendu de solidarité et de fraternité que nous devons aux Belges qui accompagnent nos compatriotes depuis plus de 20 ans dans ce cadre-là. Avant de vous entendre, docteur Natacha, on parle des soignants depuis tout à l'heure et des soignés, c'est l'expression que vous employez. Les Français, la société française dans son ensemble, comment est-ce qu'elle se situe par rapport à ce débat ? Écoutez, globalement, on dit que l'opinion publique est plutôt favorable à cette aide à mourir. Après, je ne suis pas allée, évidemment, interroger tous les Français. Il y a autant de nuances que de Français. Et puis, c'est tellement un débat intime qui dépend aussi de notre histoire personnelle. Et d'ailleurs, Jonathan, vous en parliez. C'est que lorsqu'on a assisté à une agonie d'un de nos proches, on a évidemment envie de cette loi parce qu'on ne peut pas supporter qu'un de nos proches décèdent dans de terribles souffrances. Mais globalement, les sondages montrent que les Français sont plutôt favorables à cette loi. Évidemment, les Français qui sont croyants sont plutôt opposés à cette loi. Il y a quand même une résistance de ce point de vue-là. Claude Grange, pour rebondir sur ce que disait Alix Le Bourdon à l'instant, est-ce que parmi vos inquiétudes, il y a aussi le fait, Alix évoquait le débat en Belgique d'ouvrir l'euthanasie aux plus jeunes ou à des personnes dont l'état de santé ne semble pas nécessiter, en tout cas d'un point de vue extérieur, une activation de demande d'aide à mourir. Est-ce que vous avez peur qu'au fur et à mesure, les garde-fous que prévoit la loi aujourd'hui sautent ? Oui, j'ai pas trop de légitimité pour parler de tout ça, mais parce que moi, je parle de mon quotidien, de l'accompagnement des personnes pendant 25 ans. Mais ce que vous dites donc est assez juste. Je veux dire que sur le fait que c'est plutôt des personnes qui ont vu leurs proches mourir dans des conditions inacceptables qui font que majoritairement de l'opinion en France et pour, donc on cite les chiffres de 80% ou de 90%. Bien sûr, si vous êtes atteint de maladies graves et que si vous avez d'atroces souffrances, ne préférez-vous pas qu'on s'étonne qu'il n'y ait pas 100%? Je veux dire que, mais justement, si on soulage ces personnes, ça se restreint. Et par rapport aux critères qui sont très restrictifs, on a déjà vu dans la commission spéciale déjà les critères s'ouvrir. Avant que la loi soit votée, déjà les critères s'ouvrent. Et on sait très bien que les critères vont... Donc ça, c'est une crainte, en effet. Oui, avant la commission spéciale, juste pour expliquer... pour la précision. C'est que un des critères était qu'on soit condamné à court ou moyen terme. Ce qui donnait des garde-fous pour, en tout cas, les opposants à cette loi, en se disant, au moins, on ne pourra pas faire de directive anticipée. Les malades d'Alzheimer étaient exclus de fait de ce critère. Et là, effectivement, en commission spéciale de l'Assemblée nationale, avant que le texte arrive à l'Assemblée nationale aujourd'hui,
aujourd'hui. Ils ont transformé ça en maladie incurable et évolutive. Alors, affection grave et incurable en phase avancée ou terminale. On comprend bien, ça fait rentrer dans le cadre de la loi plus de malades. Voilà. Oui, mais ouvre et donc du coup, ça fait peur. Il y a aussi le fait que au départ, c'était davantage un suicide assisté. Et maintenant, c'est un libre choix du patient qui peut dire soit euthanasie, soit suicide assisté. Il faut être très précis dans ce texte-là. Il n'y a pas le libre choix. En réalité, ce texte, c'est un peu du grand n'importe quoi. Il faut l'admettre. C'est-à-dire qu'il est arrivé en commission spéciale. Non, mais il est arrivé en commission spéciale, et je vous rejoins sans assumer des mots et sans expliquer ce qu'était le moyen terme. C'est quand même formidable. On a quand même une ministre de la Santé qui nous dit dans un texte, je mets le moyen terme, mais je demande à la Haute Autorité de Santé de m'expliquer ce que c'est. C'est quand même formidable. On ne parle pas d'euthanasie, on ne parle pas de suicide assisté. Ensuite, on dit que ce n'est pas du libre choix, mais il y a un amendement de libre choix, puis finalement, il n'y en a pas d'autres. Pas de directives anticipées, mais il y a un amendement qui commence, et puis les autres ne sont pas votés. Donc c'est un texte qui ne veut pas dire grand-chose qui arrive. Il va falloir le clarifier. Mais il n'y a pas de libre choix. Donc entre suicide assisté et euthanasie, il n'y a pas le respect des directives anticipées dans ce texte. Et finalement, la phase avancée ou terminale. Moi, j'aurais quand même précisé ça. Quand on a un gouvernement qui nous explique aujourd'hui qu'on a déséquilibré le texte, je renvoie le gouvernement sur ses écrits d'il y a 1 an et demi. Le ministère de la Santé, pour définir l'aide à mourir, explique que c'est le suicide assisté ou l'euthanasie pour des personnes atteintes d'une affection grave et incurable en phase avancée ou terminale. La terminologie qui a été votée en commission spéciale par les parlementaires, c'est exactement la terminologie d'il y a 1 an et demi proposée par le ministère de la Santé. C'est pas le texte qui est déséquilibré, c'est peut-être les convictions de certains. J'aimerais bien qu'on revienne sur ces mots qu'on entend depuis tout à l'heure et qu'on emploie de solidarité, de liberté et de ce que ce débat dit aussi de notre société, de notre rapport aux malades. Est-ce que demain, il ne pourrait pas y avoir un malade qui se sent, et c'est vrai que ça peut être une réalité, et Loïc le dit aussi dans votre reportage, un poids pour les gens autour de lui, qui se rend bien compte que c'est très compliqué quand on est accompagnant d'un malade et du coup, ça pourrait lui faire reposer sur les épaules la nécessité de prendre une décision qui ne serait pas forcément la sienne, ce sentiment d'être... une charge. Voilà, une charge. Un poids. C'est une crainte que vous avez. Oui, c'est une crainte, bien sûr. C'est une évidence et ça peut être un appel d'air pour plusieurs personnes vulnérables qui plutôt en finir plutôt que d'être un poids pour la société ou pour ma famille. Oui, c'est une véritable crainte pour ces personnes les plus vulnérables. Et quand on voit l'ambivalence des personnes, quand on voit que cette demande-là, elle change très souvent, voilà. En tous les cas, moi, je ne peux parler, et ma légitimité, c'est l'expérience de l'accompagnement de 4000 personnes. Voilà, je vois que c'est possible. Maintenant, il en reste certains qui veulent mourir. Qui veulent mourir parce qu'ils ne veulent pas vivre des choses, simplement les troubles cognitifs. Donc, et on voit bien que cette loi ne sera pas suffisante. Parce que de plus en plus, il y a des personnes qui diront « Ben non, moi, ma vie n'est pas acceptable et je veux la possibilité aussi de terminer ma vie avant. » Comme Consponville, avec qui j'étais en débat, qui disait « Je veux choisir le moment de ma mort. » C'est pas l'objet de ce projet de loi, mais ils veulent pas mourir. Oui. Demandez à Loïc Rézibois s'il veut mourir. Loïc, il veut guérir. Est-ce que vous pouvez le guérir? Non. Non. Donc Loïc ne veut pas avoir des souffrances inacceptables. Est-ce que Loïc dit, c'est que et c'est très beau d'ailleurs, il serait plus à même, dit-il, Natacha, vous me corrigez si je me trompe, de lutter contre la maladie s'il savait, il serait prêt d'aller encore plus loin, paradoxalement dans la souffrance, s'il savait qu'il avait le choix. Ah oui, il me l'a répété plusieurs fois, lui. C'est pour ça qu'il en a fait son combat, c'est ce qui le fait tenir tant qu'il peut parler, parce que la prochaine étape, évidemment, c'est l'élocution qui va être de plus en plus touchée par cette maladie de Charcot. Et il me l'a souvent répété, c'est-à-dire que s'il avait cette liberté de choix, si cette loi existait, eh bien, il pourrait encore plus repousser ses limites, parce que ça lui donnerait du courage pour avancer. Mais en soins palliatifs, des malades nous disent, et d'ailleurs j'en ai interviewé un qui me dit, il y a 1 an, j'avais une idée très claire sur l'aide à mourir, j'étais un militant pour ça, et puis aujourd'hui, maintenant que j'ai été bien soignée, maintenant que je suis venue à la maison de Gardanne,
Il me dit ça comme ça, il me dit ça se mesure vraiment, parce qu'effectivement, il a un accompagnement, sa femme peut dormir avec lui tous les soirs, leur lit se rapproche, il y a une énorme compassion et un humanisme incroyable. Sauf que la réalité, on le disait, des soins palliatifs, c'est que tout le monde aujourd'hui en France, il y a une inégalité des territoires, tout le monde n'a pas accès à Commençons par ça. 20 départements n'ont pas d'unité de soins palliatifs encore en France, ou 21 je crois, et c'est le gros problème, c'est-à-dire que là, cette loi prévoit 1 milliard sur 10 ans. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas suffisant. Ce milliard, il faudrait le débloquer là en 3 mois. Il faudrait former en sachant les étudiants. On ne meurt pas qu'en unité de soins palliatifs. Bien sûr. Parce qu'avec le nombre de personnes qui sont dans ces situations-là, on ne pourra pas mourir que dans ces unités palliatives. Et donc, il faut développer les soins palliatifs partout, notamment au domicile, parce que c'est quand même mieux de mourir chez soi. En tout cas, c'est le vœu de la plupart des Français. Mais ça, c'est un gros problème pour trouver des soignants. Mais voilà. Et le poids que ça fait reposer sur les accompagnants. Il y a les réseaux de soins palliatifs ou les structures ou les équipes mobiles qui peuvent aller à domicile. Et là, on n'en a pas parlé, mais une chose essentielle, c'est la formation. La formation, les médecins et les professionnels ne sont pas formés à l'accompagnement et aux soins palliatifs. Sur 10 ans d'études de médecine, il y a 10 heures. 10 heures. Avec 10 heures, on ne peut pas être formé aux soins palliatifs. Et puis, dans la formation médicale continue, les médecins généralistes, 80 000 généralistes. Il y en a 2% qui ont choisi une formation à FMC en soins palliatifs. Donc ça fait 1600 personnes, il faudra un siècle pour former tous les médecins. C'est la base, la formation. Bien sûr, Jonathan Denis. 100% d'accord avec vous. J'appelle ça depuis des dizaines d'années l'infusion de la culture palliative. Et je prends un exemple, la Belgique. La Belgique a fait cette loi de dépénalisation de l'euthanasie, d'accès universel aux soins palliatifs et de droit la dépénalisation et de droit des patients. En Belgique, que ce soit du médecin généraliste, et là je suis d'accord avec vous, aux spécialistes de soins palliatifs, tout le monde est capable de vous parler des soins palliatifs. Le défi de demain sur les soins d'accompagnement et les soins palliatifs, je vous rejoins, Dr Grange, c'est la formation, c'est le recrutement, évidemment, mais il va falloir former et informer. Informer nos compatriotes, nos concitoyens sur ce que sont les soins palliatifs. Et on avait un engagement, le gouvernement l'a pris, c'est que tous les départements qui ne sont pas dotés d'unités de soins palliatifs pour accompagner les cas les plus complexes le soient avant le vote du projet de loi. Ce sera le cas, puisque d'ici la fin de l'année, il y a 11 départements qui verront des unités de soins palliatifs ouvrir, et les autres départements orphelins d'unités, les 10 autres, ce sera avant le vote de la loi en 2025. Mais il y a encore des unités qui ferment, malheureusement. Et c'est inadmissible. Et c'est le cas de votre unité. On peut voir, docteur Grange, la façon dont vous travaillez avec vos patients dans Vivant. C'est un documentaire visible en ce moment sur le site internet de Public Sénat. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le Dernier Souffle, qui est sorti chez Gallimard. Merci beaucoup d'avoir participé ce matin à cette discussion. Jonathan Denis, président de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Vous serez tout à l'heure au début des débats à l'Assemblée nationale pour l'arrivée donc devant les députés de ce texte qui ouvrira peut-être l'aide à mourir ici en France. Le droit de mourir dans la dignité, c'est aussi le titre de votre livre qui est sorti au Cherche Midi. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Natacha, vous étiez chez vous. Vous êtes chez vous sur ce plateau. C'est en France. Droit à mourir, l'ultime liberté. C'est à revoir sur le site internet de France 24. Merci beaucoup à tous les trois.